Bienvenue pour cette exploration du droit portugais. On va décrypter ensemble les points clés, surtout pour un public francophone qui pense à s'installer ou à entreprendre là-bas. Oui, bonjour. Les sources qu'on a comparent le Portugal et la France. On est sur une base de droit civil commune, c'est vrai. Exactement. Mais attention, il y a des différences notables. Notre but aujourd'hui, voir les similitudes bien sûr, mais surtout pointer les spécificités locales importantes, que ce soit pour la vie tous les jours ou pour les affaires. C'est ça. On va regarder le droit de la famille, les successions, le travail, la fiscalité et puis la création d'entreprises. Parfait. Alors, commençons par le personnel, si vous voulez bien. Le mariage. Le régime par défaut, c'est la communauté d'acquet, la comunión de adquiridos. Bon, ça ressemble à la France. Oui, jusqu'ici tout va bien. Mais un truc m'a marqué dans les sources ONU. La séparation de biens devient obligatoire si l'un des époux a 60 ans ou plus au mariage. C'est assez particulier, non? Ah oui, c'est une spécificité portugaise assez nette. On peut imaginer une idée de protection de patrimoine, peut-être, pour les mariages plus tardifs. Probablement. Et autre différence de taille, apparemment, on ne peut pas changer de régime matrimonial après le mariage au Portugal. Exactement. Une fois choisi ou imposé, c'est définitif. Contrairement à la France, où, sous condition, on peut le faire évoluer. D'accord. Fixé. Et pour les successions alors? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, attention, les différences sont majeures. D'abord, les héritiers réservataires, ceux qui ont une part protégée. Au Portugal, ce sont le conjoint, les enfants, mais aussi les parents. Ah oui, les parents aussi, d'accord. Oui, mais le poids le plus spectaculaire, c'est la fiscalité. Tenez-vous bien, hein, il n'y a aucun droit de succession à payer entre conjoints, partenaires de fait, union de facto, parents et enfants, ou grands-parents et petits-enfants. Aucun, zéro. Zéro. Nada. C'est un contraste énorme avec le système français. Ah oui, là c'est un avantage fiscal massif, en effet. Tout à fait. Il y a juste un impôt de timbre, un droit de timbre de 10% pour les autres transmissions, genre frères et sœurs, neveux, nièces, tiers. Et même là, il y a des exonérations possibles. Impressionnant. Bon, après ces aspects personnels, passons au travail. Le rythme portugais. Les sources indiquent une durée légale de 40 heures par semaine. C'est ça, 40 heures, contre 35 en France. Donc 5 heures de plus. Et puis, il y a souvent cette histoire de paix sur 14 mois. Ah oui, avec les allocations vacances et Noël incluses dans ce calcul. voilà, salaire mensuel normal, plus un mois pour les vacances d'été et un autre pour Noël. Faut juste le savoir pour gérer son budget. Faut s'adapter. Et les congés fériés. Un peu moins qu'en France, hein. 22 jours ouvrables légaux contre 25 chez nous, mais en général, il y a plus de jours fériés au Portugal, ça compense un peu. Et les charges sociales, on entend souvent dire qu'elles sont plus basses. Oui, c'est vrai, les charges sociales patronales et salariales sont notablement plus faibles qu'en France. Ça a un impact sur le coût du travail et le salaire net. D'accord, très clair. Abordons maintenant la fiscalité, le nerf de la guerre souvent. L'impôt sur le revenu, l'IRS. Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, oui, il est progressif comme en France, mais sans le système du quotient familial. Ça, c'est une différence importante pour les familles. Et l'impôt sur les sociétés, l'IRC. L'IRC, Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, le taux standard est de 21%. Un peu plus bas qu'en France, globalement. Mais ce qui attire souvent l'attention, c'est ce fameux régime RNH, résident non habituel. Ah oui, le RNH, c'était un gros atout d'attractivité pour le Portugal. Pour les nouveaux arrivants éligibles, attention, il y a des conditions. Bien sûr. Ils pouvaient bénéficier pendant 10 ans d'un taux fixe de 20% sur certains revenus d'activité portugais, typiquement les professions jugées à haute valeur ajoutée. Et surtout sur les revenus étrangers. Voilà, c'était souvent une exonération totale ou une taxation très réduite sur la plupart des revenus de sources étrangères. Par exemple, les pensions étrangères sont maintenant taxées à 10%, ce qui reste souvent avantageux. C'est un outil fiscal puissant. Donc, un avantage clair pour attirer des profils spécifiques et des retraités. Exactement. Et il faut ajouter qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune type IFI français. Il y a bien l'AMI, un additionnel sur les gros patrimoines immobiliers, mais ce n'est pas la même chose. Et on retrouve l'absence de droit de succession directe, dont on a déjà parlé. Ça semble facile avec cette procédure, empresa na hora. Oui, l'entreprise en une heure. Bon, c'est peut-être un peu optimiste, mais l'idée est là. On peut créer certains types de sociétés, notamment la LLDA, très rapidement au guichet. La LLDA, c'est l'équivalent de notre SARL. C'est ça, la Sociedad por Quotas. Très flexible. On peut même la créer seule, c'est la LLDA unipersonnelle.
Et le capital social minimum est symbolique. 1 € par part. En théorie, ça suffit. Donc très simple pour démarrer, mais Il y a une contrepartie, j'imagine. exactement. Si la création est rapide, il y a une obligation dès le départ. Il faut obligatoirement avoir un comptable agréé, un comptabilista certifiado. Ce n'est pas une option, c'est légalement requis pour toutes les sociétés. D'accord, donc simplicité à l'entrée, mais structure à mettre en place tout de suite avec ce comptable. Voilà. Juste un mot rapide, si on a le temps, sur le droit pénal. Hmm. Les sources en parlaient brièvement. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui ressort? 2 points assez marquants. Le Portugal a aboli la prison à perpétuité. La peine maximale est de 25 ans. Ah oui, Et depuis 2000 ans, l'usage personnel de toutes les drogues est décriminalisé. Attention, hein, pas légalisé. quelle est la différence clé? Ce n'est plus un crime, mais une infraction administrative. L'usager est orienté vers une commission de santé, pas vers le tribunal pénal ou la prison. Le trafic, lui, reste un crime, sévèrement puni, bien sûr. Je vois. C'est une approche différente axée sur la santé publique pour la consommation. Tout à fait. Bon, alors, si on résume tout ça. La base juridique civiliste est commune, oui, mais les différences pratiques elles sont réelles et importantes. On a vu la fiscalité, surtout les successions et le RNH, le droit du travail, avec les 40 heures et les 14 mois, Le droit de la famille aussi, avec ce régime matrimonial obligatoire après 60 ans et l'impossibilité d'en changer. voilà, et la création d'entreprises, plus simple en apparence pour démarrer, mais avec cette obligation immédiate du comptable. Absolument. Donc, les informations qu'on a parcourues donnent un bon aperçu général basé sur les sources. Mais évidemment, ça ne remplace pas un conseil personnalisé. Indispensable, oui. Consulter des professionnels sur place, avocats, comptabilistas, c'est essentiel pour sa propre situation. C'est la clé. Et pour finir, une petite réflexion. Toutes ces différences juridiques, au-delà de la technique, est-ce qu'elles ne reflètent pas aussi, peut-être, des approches culturelles, des priorités de société un peu différentes entre le Portugal et la France? C'est une question intéressante à garder en tête.